Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, le médium de l'art. Dans le corps de l'œuvre, pour une préhistoire du médium chez Diderot. Giuseppe di Liberti. Giuseppe di Liberti est maître de conférences en esthétique à l'Université d'Aix-Marseille et membre du CEPERC, UMR 7304. Ses travaux portent notamment sur l'histoire des idées esthétiques, sur les relations entre esthétique et sciences de la vie et sur le statut de l'objet artistique. Le spectateur, le critique, le philosophe. Dans l'Incipit du Laocoon, ouvrage qui pourrait à juste titre être considéré comme le point de départ de toute réflexion sur l'intermédialité à l'âge moderne, Lessing présente à son lecteur trois figures emblématiques de ceux que l'on pourrait désigner aujourd'hui comme des spectateurs informés s'étant essayés à la comparaison entre poésie et peinture. L'amateur, homme d'une grande finesse de goût qui sentait que ces deux arts produisaient en lui les mêmes effets. Le philosophe qui voulut mieux comprendre notre plaisir et découvrit qu'il découlait dans les deux arts d'une seule et même source, la beauté, montrant ainsi qu'elle possède des règles générales. Le critique d'art, réfléchissant sur la valeur et la répartition de ces règles générales, remarqua que les unes dominent la peinture, les autres la poésie. Dans sa distribution des rôles, Lessing oublie, sans méchanceté pourrait-on dire, Denis Diderot. Il avait pourtant lu la lettre sur les sourds et muets, souvent reconnue comme le Laocoon français, dont il avait écrit un compte-rendu élogieux dans le Vossische Zeitung en 1751, l'année même de la publication de la lettre. Ces éloges s'adressaient surtout à la promptitude d'esprit de Diderot. Qui ne connaît les habitudes de M. Diderot ? Il se lance constamment dans les digressions, il saute d'une idée à l'autre, et le dernier mot d'une période lui paraît une transition suffisante. Le nom de lettre est peut-être une légère excuse pour ce manque de liaison. Sa meilleure excuse cependant, c'est que toutes ces digressions sont pleines d'idées neuves et belles. Si seulement tous les écrivains décousus voulaient bien nous dédommager de la sorte. Lessing reconnut donc Diderot en tant que critique d'art plutôt que comme philosophe. L'importance du procès intenté par Diderot aux idées de Batteux échappa à Lessing, et il se borna à des éloges de nature générale qui montrent qu'il appréciait bien l'ouverture et la mobilité d'un esprit qu'il sentait apparenté au sien, mais qu'il ne discernait pas encore la portée de ses réflexions esthétiques. D'ailleurs, 15 ans plus tard, dans son Laocoon, il n'y aura aucune trace de la lecture de la lettre. Pourtant Diderot, et il s'agit de l'un des traits extraordinaires de sa réflexion, a été tout à la fois amateur, philosophe et critique. Il a souvent joué ses rôles simultanément dans le même texte, voire dans la même phrase. Il aurait certainement rejeté l'appellation d'amateur. Nos artistes sont fatigués dans leurs ateliers d'une vermine présomptueuse qu'on appelle des amateurs, et cette vermine nuit beaucoup à leurs travaux, en lui préférant peut-être le qualificatif de connaisseur, auquel manquerait cependant la coloration sentimentale qui convient bien à maintes pages des salons. Si Dickman a reconnu que Diderot avait fait de la critique en technicien et en philosophe, il faut certainement y ajouter la position du spectateur, qui certes vise à pénétrer les secrets de fabrication des objets artistiques et à comprendre les règles générales des arts ainsi que leur rapport à la nature et à la vérité, mais qui juge toujours à partir des effets que l'œuvre suscite en lui. D'une certaine manière, à ces trois figures correspondent trois sens du médium chez Diderot, tout en sachant que Diderot n'utilise évidemment pas ce terme et que la tripartition arbitraire adoptée ici vise simplement à saisir trois plans qui sont intimement entrelacés. Nous ne souhaitons pas reconstruire ici une sorte de théorie du médium chez Diderot, mais nous cherchons plutôt à déterminer certaines caractéristiques du médium à partir de la réflexion sur les arts de Diderot, considérés comme gestes fondateurs de la critique d'art liée à la philosophie. Nous nous limiterons à parcourir quelques passages des salons, donc nous resterons surtout dans le domaine de la peinture, puisqu'elle demeure certainement le domaine exemplaire pour examiner comment le spectateur, le critique et le philosophe travaillent ensemble. Il serait néanmoins envisageable de vérifier si les distinctions proposées ici sont également valables dans les autres domaines artistiques. Cette répartition nous semble bien représenter les différentes étapes des analyses d'œuvres par Diderot. Commencer par les effets suscités par l'œuvre, puis comprendre comment l'œuvre a fabriqué ou non de tels effets, enfin inscrire ces analyses dans une interrogation plus large qui concerne aussi bien l'éthique que la relation entre la vérité de l'œuvre et la nature.
Seule la profonde cohérence de ces trois plans peut conduire le philosophe à la pleine appréciation d'une œuvre. 3 voies vers le médium. En acceptant la proposition de Grimm de rédiger des comptes rendus des salons pour la correspondance littéraire, Diderot adopte avant tout la position du spectateur et note régulièrement les effets sentimentaux que les tableaux produisent sur lui. En 1763, il déclare « Voilà mon ami tout ce que j'ai vu au salon. Je vous l'écris au courant de la plume. J'ai senti et j'ai dit comme je sentais. » 2 ans plus tard, en s'adressant au peintre avec ses essais sur la peinture dans la partie consacrée à la composition, il exprime très clairement son attente et son désir. « Touche-moi, étonne-moi, déchire-moi, fais-moi tressaillir, pleurer, frémir, m'indigner d'abord, tu récréeras mes yeux après si tu peux. » Comprendre les moyens propres à la peinture sera la tâche du critique, mais le désir du spectateur précède, d'une certaine manière, l'analyse des règles et amène plutôt à interroger l'efficacité des œuvres, littéralement leur capacité de produire des effets, et donc, pour paraphraser Michael Fraide, la place consacrée au spectateur. Pour synthétiser ce premier plan d'observation adopté par Diderot, nous pouvons dire qu'il interroge le médium comme condition du regard, comme ce qui nous permet de percevoir les images de telle sorte que nous ne les confondions ni avec de vrais corps ni avec de simples choses. L'expression « condition du regard » pourra bien sûr sembler trop vague et on pourrait succomber à la tentation d'évoquer ici la notion de dispositif. Ce faisant, l'on risquerait d'ajouter de la confusion plutôt que de clarifier la notion. Nous nous limiterons à prendre en compte ici seulement 2 conditions, qui ressortent souvent des pages de Diderot et qui, d'une certaine manière, peuvent nous aider à mieux comprendre la notion de médium. La manière dont le tableau s'adresse au spectateur et son contexte d'exposition. En ce sens, le médium pourrait signifier les manières par lesquelles la relation entre l'œuvre et le spectateur s'instaure. J'aime assez dans un tableau un personnage qui parle au spectateur sans sortir du sujet. Ce qui est étonnant et innovant dans cette remarque à propos d'un tableau de Greuze, ce n'est pas l'accent mis sur la dimension rhétorique grâce à laquelle le tableau s'adresse au spectateur, mais justement le dépassement de cette dimension rhétorique par la naturalité d'une figure qui parle au spectateur tout en restant plongée dans son activité, comme c'est le cas dans de nombreux tableaux de Chardin. Il s'agit ici de cette primauté de l'absorbement des personnages des tableaux dans un état ou une activité, qui, selon Michael Fraide, caractérise en partie la peinture française au milieu du XVIIIe siècle. Il fallut cependant attendre le milieu des années 1750 pour voir la critique et la peinture française poser en toute conscience la représentation de l'absorbement visant à convaincre le spectateur comme une exigence explicite, c'est-à-dire un effet spécifiquement artistique requérant une forme de plus en plus particulière de virtuosité. L'absorbement prit forme d'exigence au moment précis où il cessa d'apparaître comme une ressource picturale assurée. C'est le paradoxe rhétorique que l'on retrouvera dans le Fils naturel, mais qui traverse en entier les salons de Diderot. L'acmé de l'efficacité d'un tableau correspond à sa naturalité, à sa vérité, et cette vérité correspond à la capacité du tableau d'oublier le spectateur, c'est-à-dire d'oublier la frontière entre l'espace fictif et l'espace vécu par le spectateur. Dans son article pour l'Encyclopédie sur la composition en peinture, Diderot insistait déjà sur le but principal d'un tableau, l'unité du point de vue. L'harmonie des rapports entre les parties n'est pas pour ainsi dire finalisée en fonction de l'équilibre du tableau, mais sert surtout à bâtir un angle d'observation, un seuil qui permet au spectateur de plonger instantanément dans l'espace de l'œuvre. En tant que spectateur, Diderot est aussi sensible à l'accrochage des tableaux lors des salons, d'autant plus que de 1761 à 1773, le rôle de tapissier avait été confié à son cher Chardin. Les remarques sur l'accrochage se multiplient. Chardin, qui a été cette année ce qu'ils appellent le tapissier, à côté de ces 2 misérables esquisses, en a placé une de Greuze qui en fait cruellement la satire. C'est bien là le cas du Malo Vicino. Excellente leçon pour le prince dont on a entremêlé les compositions avec celles de Vernet. Il ne perdra pas ce qu'il a et il connaîtra ce qui lui manque. Ce cruel voisinage est encore une des malices du tapissier Chardin. Ce tapissier Chardin est un espiègle de la première force. Il est enchanté quand il a fait quelque bonne malice. Pour la première fois en histoire de l'art, l'exposition est traitée comme médium et ce n'est pas un hasard qu'un artiste de renom en soit chargé. Avec le livret du salon comme guide,
Diderot décrit avant tout à Grimm et à ses lointains correspondants couronnés son expérience de vision, y compris les effets dus à l'accrochage. En spectateur, Diderot ne peut que constater les effets d'une œuvre sur lui et donc son efficacité. En critique, il doit nécessairement s'interroger sur les moyens qui permettent d'atteindre une telle efficacité. Nous pouvons identifier deux moments de cette interrogation. Un premier qui est celui du critique militant, précisant pas à pas son lexique sans le définir. Un deuxième qui est celui du critique théorique, celui des essais sur la peinture ou des pensées détachées sur la peinture, la sculpture, l'architecture et la poésie, qui vise à organiser sans volonté de systématisation son vocabulaire critique. En reprenant l'expression de Dickmann, nous pourrions ajouter une troisième nuance à celle-ci, celle de critique technicien, celui qui s'intéresse de près aux techniques artistiques. À titre d'exemple, rappelons la publication de l'Histoire et secrets de la peinture en cire, l'édition du traité des couleurs pour la peinture en émail et sur la porcelaine de Didier-François Darclay de Montamy ou des leçons de clavecin, les principes d'harmonie d'Anton Bemets-Rieder, l'attention pour les articles de l'encyclopédie consacrée aux pratiques artistiques. En tout cas, le point crucial pour Diderot critique d'art est toujours celui présenté dans la lettre sur les sourds et muets, comprendre les hiéroglyphes propres à chaque art. Voici donc un deuxième sens du médium que nous pouvons retrouver dans la réflexion de Diderot et que nous pouvons lire de nouveau dans une perspective moderniste. Le médium comme langage propre à chaque art. Dans la première page du Salon de 1765, celui qui contiendra aussi les essais sur la peinture, Diderot raconte presque humblement son apprentissage critique, comment il a quitté la simple condition de spectateur, poussé par la nécessité de réfléchir sur les notions de l'art, nécessité qui le pousse à la rédaction des essais, et il montre surtout que les termes adoptés pour décrire les tableaux correspondent au langage propre à la peinture et que chaque art possède son langage. Si j'ai quelques notions réfléchies de la peinture et de la sculpture, c'est à vous, mon ami, que je les dois. J'aurais suivi au salon la foule des oisifs. J'aurais accordé comme eux un coup d'œil superficiel et distrait aux productions de nos artistes. D'un mot, j'aurais jeté dans le feu un morceau précieux, ou porté jusqu'au nu un ouvrage médiocre, approuvant, dédaignant, sans rechercher les motifs de mon engouement ou de mon dédain. C'est la tâche que vous m'avez proposée, qui a fixé mes yeux sur la toile et qui m'a fait tourner autour du marbre. J'ai donné le temps à l'impression d'arriver et d'entrer. J'ai ouvert mon âme aux effets. Je m'en suis laissé pénétrer. J'ai recueilli la sentence du vieillard et la pensée de l'enfant, le jugement de l'homme de lettres, le mot de l'homme du monde et les propos du peuple. Et s'il m'arrive de blesser l'artiste, c'est souvent avec l'arme qu'il a lui-même aiguisée. Je l'ai interrogé, et j'ai compris ce que c'était que finesse de dessin et vérité de nature. J'ai conçu la magie de la lumière et des ombres. J'ai connu la couleur. J'ai acquis le sentiment de la chair, seul j'ai médité ce que j'ai vu et entendu. Et ces termes de l'art, unité, variété, contraste, symétrie, ordonnance, composition, caractère, expression, si familiers dans ma bouche, si vagues dans mon esprit, se sont circonscrits et fixés. Ô mon ami, que ces arts qui ont pour objet d'imiter la nature, soit avec le discours comme l'éloquence et la poésie, soit avec les sons comme la musique, soit avec les couleurs et le pinceau comme la peinture, soit avec le crayon comme le dessin, soit avec les bauchoirs et la terre molle comme la sculpture, le burin, la pierre et les métaux comme la gravure, le touret comme la gravure en pierre fine, les poinçons, le matoir et les chopes comme la ciselure sont des arts longs, pénibles et difficiles. Nous trouvons condensé dans ce passage tout le parcours de Diderot qui, ayant fixé ses yeux sur la toile, commence à s'interroger sur la nature de ses sentiments et les limites de son langage, voit la continuité entre technique et théorie, et constate que sa sensibilité s'aiguise au fur et à mesure que ses idées se précisent. Mais les seules différences techniques entre les arts ne suffisent pas à comprendre l'idée d'imitation, qui met directement en jeu le rapport à la nature. L'éclectisme et la curiosité du philosophe vont maintenant imposer à toute tentative d'analyse de sa pensée la traversée des péripéties dans les domaines les plus variés ainsi que la reconnaissance d'un fond unitaire. Bien évidemment, il ne s'agit pas de trouver une unité systématique qui a toujours été refusée par Diderot, mais plutôt une cohérence générale telle que l'on peut la chercher dans sa philosophie de la nature. Nous pourrions être tentés de dire que toute la philosophie de Diderot est une philosophie de la nature, et que toute division disciplinaire a posteriori, son esthétique, sa morale, doit être intégrée au sein de sa philosophie de la nature.
Il s'agit d'une nécessité de lecture souvent dictée par les textes mêmes. Comment lire autrement le très célèbre incipit des Essais sur la peinture? La nature ne fait rien d'incorrect. Toute forme belle ou laide a sa cause, et de tous les êtres qui existent, il n'y en a pas un qui ne soit comme il doit être. L'imitation de l'artiste ne doit donc pas se concentrer sur les effets de la nature mais sur les causes, pour les retrouver dans le tableau et nous faire sentir une liaison secrète, un enchaînement nécessaire entre les parties d'un corps. L'artiste doit observer les phénomènes de la nature et saisir tout ce qui produit des changements, tout ce qui introduit des variations, car il n'y a pas dans la nature de corps abstraits et idéaux, mais toujours des corps qui se transforment. La vérité d'un tableau ne dépend pas de la fidélité de la reproduction des effets, mais de sa capacité de présenter de manière analogique les relations et les causes d'une forme. En philosophe, Diderot nous donne alors à penser un troisième sens du médium, celui du médium comme corps matériel. Il s'agit sans doute de la forme la plus complexe de médium parmi celles que nous présentons ici. Elle nécessite au moins une articulation en 3 moments. Avant tout, chaque corps possède une organisation qui lui est propre et lorsque Diderot parle de la composition en peinture, il vise justement cette analogie entre le tableau et le corps vivant. Un tableau bien composé est un tout renfermé sous un seul point de vue, où les parties concourent à un même but, et forment par leur correspondance mutuelle un ensemble aussi réel que celui des membres dans un corps animal. L'être organique du tableau n'est pas simplement une règle de disposition des figures, mais le tableau comme corps vivant est la condition pour que le spectateur entre en résonance, pour réveiller l'idée de rapport, percevoir hors de lui les rapports de son entendement. Chaque fonction que le corps remplit exerce un effet non seulement sur une de ses parties, mais sur le corps tout entier. Il y a une conspiration générale des mouvements, une interdépendance de toutes les parties que l'artiste doit connaître et sentir pour les représenter. Ce qui est imité, c'est la manifestation de certaines lois, l'expression de certaines fonctions. L'une et l'autre n'existent que pour celui qui sait former l'idée d'un tout, d'un ensemble de causes et d'effets. Le tableau imite un organisme complexe et devient ainsi un organisme vivant auquel le spectateur peut se rapporter de vivant à vivant, comme si la frontière de l'objet fictionnel pouvait être franchie grâce au sentiment de vérité, grâce au partage du sensible. Ensuite, dès la lettre sur les sourds et muets, Diderot montre comment tout langage, toute forme expressive doit être incorporée dans un corps. Un corps qui n'est pas seulement un support mais une condition essentielle du langage. La formation du langage, et aussi la diversité des langages artistiques, dépend de nos organes de réception et d'expression. Il n'y a pas de langage sans incorporation. Enfin, une dernière dimension ouvertement métaphysique vient outrepasser toute considération spécifique du problème artistique. Le tableau en tant que corps vivant est une matière sensible et c'est justement la sensibilité qui, à partir du rêve de d'Alembert, est considérée par Diderot comme la propriété universelle de la matière qui garantit le commercium entre les êtres, qui constitue le continuum des vivants. La réflexion de Diderot sur les arts ne peut pas être séparée de son matérialisme biologique, de ses idées sur la sensibilité de la matière et la variabilité infinie de la nature. Ces 3 positions différentes sur le médium, ces 3 angles convergents d'observation, laissent en suspens un problème majeur. Qu'est-ce qui rend possible et légitime la comparaison des œuvres issues de différents arts? Le sentiment ressenti par le spectateur, les effets de chaque œuvre peuvent-ils suffire à rapprocher des œuvres et à en saisir la spécificité? Diderot écarte explicitement la possibilité que la comparaison soit fondée sur un système des beaux-arts. Mais peut-on vraiment comparer les œuvres de différents arts sans posséder un système de référence? En d'autres termes, peut-on véritablement parler d'intermédialité sans avoir recours à un système implicite ou explicite? Sans un principe unitaire, une source commune aux divers hiéroglyphes? La critique que Diderot fait du système de Batteux ne cache-t-elle pas une exigence plus profonde que ses remarques sur le caractère vague de la belle nature et de la bonne imitation? Les hiéroglyphes versus le système des beaux-arts. De la lettre sur les sourds et muets, nous l'avons vu auparavant, Lessing avait apprécié surtout la richesse d'idées de Diderot, malgré l'absence de rigueur dans l'argumentation, trop légèrement justifiée par le choix de la forme épistolaire. Cependant, le passage désinvolte d'un argument à un autre révèle peut-être un aspect structurel de la pensée de Diderot.
Comme le soulignait Paul-Hugo Meyer qui, en 1965, avait dirigé une importante édition critique du texte, le manque de composition rigoureuse de la lettre témoigne simplement du fait que pour Diderot il n'y a pas au fond de distinction organique acceptable entre métaphysique et esthétique, ou encore entre pensée et sensibilité. Et si Diderot vire en cours de chemin de la métaphysique à l'esthétique, c'est apostrophe. Et parce que ce passage correspond à celui qui conduit les idées de leur naissance à leur expression. C'est justement dans cette profonde unité de la métaphysique et de l'esthétique qu'il faut intégrer la réflexion de Diderot sur la spécificité et la singularité des médiums artistiques. Parfois, souvent même, on cite la lettre pour y retrouver la critique assez féroce que Diderot adresse à Batteux, destinataire de la lettre, en particulier à son traité Les Beaux-Arts réduit à un même principe qui dès sa parution en 1746 avait connu un succès extraordinaire. Contre le système des Beaux-Arts de Batteux, Diderot défend dans la ligne de Shaftesbury et de Dubo, les différences entre poésie et peinture, et plus généralement, les hiéroglyphes particuliers de tout art d'imitation, qui conduisent plutôt à un travail de comparaison qu'à une tentative de réduction à un seul principe. Lisons ce passage célèbre de la lettre. Partout où l'hiéroglyphe accidentel aura lieu, soit dans un vers, soit sur un obélisque, comme il est ici l'ouvrage de l'imagination, et là celui du mystère, il exigera pour être entendu, ou une imagination ou une sagacité peu commune. Mais s'il est si difficile de bien entendre des vers, combien ne l'est-il pas davantage d'en faire ? On me dira peut-être tout le monde fait des vers, et je répondrai simplement presque personne ne fait des vers. Tout art d'imitation ayant ses hiéroglyphes particuliers, je voudrais bien que quelque esprit instruit et délicat s'occupât un jour à les comparer entre eux. Balancer les beautés d'un poète avec celles d'un autre poète, c'est ce qu'on a fait 1000 fois. Mais rassembler les beautés communes de la poésie, de la peinture et de la musique, en montrer les analogies, expliquer comment le poète, le peintre et le musicien rendent la même image, saisir les emblèmes fugitifs de leur expression, examiner s'il n'y aurait pas quelque similitude entre ces emblèmes, etc. C'est ce qui reste à faire et ce que je vous conseille d'ajouter à vos beaux-arts réduits à un même principe. Ne manquez pas non plus de mettre à la tête de cet ouvrage un chapitre sur ce que c'est la belle nature, car je trouve des gens qui me soutiennent que faute de l'une de ces choses votre traité reste sans fondement, et que faute de l'autre, il manque d'application. Apprenez-leur, monsieur, une bonne fois comment chaque art imite la nature dans un même objet, et démontrez-leur qu'il est faux ainsi qu'ils le prétendent, que toute nature soit belle, et qu'il n'y ait de laide nature que celle qui n'est pas à sa place. Pour illustrer sa position, Diderot se lance ensuite dans la comparaison de 3 œuvres, quelques vers de l'Énéide, une gravure de Franc van Mieris et un fragment de musique composé par Diderot même, qui ont le même objet d'imitation, une femme mourante. Voici donc ce que Diderot propose à la place d'un système abstrait sans fondement ni application. Un travail de terrain en contact direct avec les œuvres dans leur singularité, prenant en compte leur processus de fabrication. Même si le fond la lettre reste métaphysique, nous pouvons déjà y trouver les présupposés qui seront mis en œuvre dans Critique des salons. Et il lance ainsi une nouvelle pique à l'abbé Batteux. Je ne doute point que l'on ne trouvât dans nos peintres, nos poètes et nos musiciens des exemples, et plus analogues encore les uns aux autres et plus frappants du sujet même que j'ai choisi. Mais je vous laisse le soin de les chercher et d'en faire usage, à vous, monsieur, qui devez être peintre, poète, philosophe et musicien. Car vous n'auriez pas tenté de réduire les beaux-arts à un même principe, s'ils ne vous étaient pas tous à peu près également connus. Ne serait-ce que pour la verve de Diderot face au style plutôt austère de Batteux, on peut facilement être tenté de sympathiser avec le philosophe dans cette querelle, en courant le risque de simplifier la réflexion de Diderot ainsi que l'apport de Batteux et de tomber dans quelques contradictions. Tout d'abord, Diderot ne nie pas la notion de beaux-arts ni leur unité générale donnée par l'imagination. En d'autres termes, il n'a jamais remis en question le système des connaissances du discours préliminaire et la place des beaux-arts dans ce système. La peinture, la sculpture, l'architecture, la poésie, la musique et leurs différentes divisions composent la troisième distribution générale qui naît de l'imagination et dont les parties sont comprises sous le nom de beaux-arts. On pourrait aussi les renfermer sous le titre général de peinture, puisque tous les beaux-arts se réduisent à peindre et ne diffèrent que par les moyens qu'ils emploient.
Enfin, on pourrait les rapporter tous à la poésie, en prenant ce mot dans sa signification naturelle, qui n'est autre chose qu'invention ou création. Pareillement, la notion d'art d'imitation n'a jamais été remise en cause. Ce que Diderot critique chez Batteux est une idée abstraite d'imitation qui ne rend pas compte des différences des formes artistiques et de la singularité des observations des artistes sur la nature. Et c'est justement la question de la belle nature qui pose le plus de problèmes à Diderot et qui nous montre la profonde continuité entre métaphysique et esthétique dans sa pensée. Toute nature est belle, et il n'y a pas de nature figée. Tout ce qui est ne peut être ni contre nature ni hors de nature, dira Bordeaux dans Le Rêve de d'Alembert. La nature ne donne pas à voir des objets finis mais des processus, des rapports de cause à effet, des relations. L'artiste doit observer les transformations toujours en acte des formes naturelles, en saisir les causes et retrouver avec le langage propre à son art le système de relations visé. Pour approfondir l'étude des critiques formulées contre Batteux, il ne faut pas oublier qu'elles apparaissent dans la dernière partie de l'ouvrage, après l'analyse de la question de l'inversion linguistique, qui était l'argument qui précède le texte le déclare, l'objet principal de la lettre, et l'introduction de l'idée de hiéroglyphe. Qu'est-ce que le hiéroglyphe ? Il est le stade le plus avancé de perfectionnement d'un langage, et c'est à ce stade que Diderot reconnaît l'émergence et la spécificité du phénomène poétique. Pour arriver à ce stade, il faut suivre une évolution que Diderot décrit dans ces termes. Il faut distinguer dans toutes les langues 3 états par lesquels elles ont passé successivement au sortir de celui où elles n'étaient qu'un mélange confus de cris et de gestes, mélange qu'on pourrait appeler du nom de langage animal. Ces 3 états sont l'état de naissance, celui de formation et l'état de perfection. Cette ligne évolutive sert à démontrer la distinction nette qui subsiste pour Diderot entre l'ordre naturel des idées et l'ordre d'institution du langage. Je dis l'ordre naturel des idées, car il faut distinguer ici l'ordre naturel d'avec l'ordre d'institution et pour ainsi dire l'ordre scientifique, celui des vues de l'esprit lorsque la langue fut tout à fait formée. C'est certainement parmi les propositions les plus originales de la lettre. La formation des idées est indépendante de l'évolution du langage et le degré de perfectionnement de ce dernier n'est pas déterminé par sa correspondance avec l'ordre des idées, mais par sa capacité analytique et pour ainsi dire générative et expressive. Pensée et langage ne naissent pas ensemble et ne se développent pas simultanément et le sourd-muet en est la preuve. Un homme qui s'interdisant l'usage des sons articulés, tâcherait de s'exprimer par gestes. L'évolution d'une langue, selon Diderot, pourrait se résumer ainsi, sur la base d'un langage animal qui peut compter seulement sur les signes naturels de cris et de gestes, se fonde le stade de naissance du langage humain qui utilise encore les gestes et des mots invariables et qui suit l'ordre naturel des idées. Le deuxième état, celui de la formation, est caractérisé par l'abandon des gestes et la découverte d'une harmonie syllabique. Dans le troisième stade, celui de la perfection, on a voulu de plus de l'harmonie parce qu'on a cru qu'il ne serait pas inutile de flatter l'oreille en parlant à l'esprit, et comme on préfère souvent l'accessoire au principal, souvent aussi l'on a renversé l'ordre des idées pour ne pas nuire à l'harmonie. Le hiéroglyphe représente le moment strictement poétique où l'accessoire est devenu l'élément principal et génère une nouvelle production de sens qui dépasse la signification des mots. L'expérience qu'on peut faire du hiéroglyphe est une expérience esthétique totale, dans laquelle nos sens, nos sentiments, notre imagination et notre entendement sont pareillement sollicités. Il passe alors dans le discours du poète un esprit qui en meut et vivifie toutes les syllabes. Qu'est-ce que cet esprit ? J'en ai quelquefois senti la présence. Mais tout ce que j'en sais, c'est que c'est lui qui fait que les choses sont dites et représentées tout à la fois. Que dans le même temps que l'entendement les saisit, l'âme en est émue, l'imagination les voit et l'oreille les entend, et que le discours n'est plus seulement un enchaînement de termes énergétiques qui exposent la pensée avec force et noblesse, mais que c'est encore un tissu d'hiéroglyphes entassés les uns sur les autres qui la peignent. Je pourrais dire en ce sens que toute poésie est emblématique. Mais l'intelligence de l'emblème poétique n'est pas donnée à tout le monde. Il faut être presque en état de le créer pour le sentir fortement. Ainsi le spectateur qui parvient à saisir avec toutes ses facultés l'emblème devient lui-même l'artiste. D'une certaine manière, on serait tenté de dire que le hiéroglyphe conduit circulairement à un état prélinguistique, mais cette lecture pousserait peut-être un peu trop loin les intentions de Diderot.
Ce qui est certain, c'est que le hiéroglyphe représente le moment où, après avoir distingué et analysé les idées, et après avoir structuré un langage, nous pouvons retrouver la profonde unité entre sensation, sentiment, imagination et entendement. Chaque art a ses avantages, il semble qu'il en soit deux comme des sens. Les sens ne sont tous qu'un toucher, tous les arts qu'une imitation. Mais chaque sens touche, et chaque art imite d'une manière qui lui est propre. Toute forme expressive peut atteindre un état de perfection qui produit du sens et conduit à l'unité nos processus d'appréhension du monde. C'est la découverte de ce qui est strictement artistique qui transforme un problème artistique en une question métaphysique. En ce sens, en considérant le hiéroglyphe comme le médium propre à un art, nous pouvons lire ce passage assez étonnant de la lettre. Je fréquentais jadis beaucoup les spectacles, et je savais par cœur la plupart de nos bonnes pièces. Les jours que je me proposais un examen des mouvements et du geste, j'allais aux 3e loges, car plus j'étais éloigné des acteurs, mieux j'étais placé. Aussitôt que la toile était levée, et le moment venu où tous les autres spectateurs se disposaient à écouter, moi je mettais mes doigts dans mes oreilles, non sans quelque étonnement de la part de ceux qui m'environnaient et qui, ne me comprenant pas, me regardaient presque comme un insensé qui ne venait à la comédie que pour ne la pas entendre. Je m'embarrassais fort peu des jugements, et je me tenais opiniâtrement les oreilles bouchées, tant que l'action et le jeu de l'acteur me paraissaient d'accord avec le discours que je me rappelais. Je n'écoutais que quand j'étais dérouté par les gestes, ou que je croyais l'être. Quoi que vous pensiez de mon expédient, je vous prie de considérer que si pour juger sainement de l'intonation, il faut écouter le discours sans voir l'acteur, il est tout naturel de croire que pour juger sainement du geste et des mouvements, il faut considérer l'acteur sans entendre le discours. Promenade au salon. Diderot a été un homme de théâtre, et le paradigme de la scène a toujours été prépondérant dans sa réflexion sur les arts. Et au théâtre, il ne se contente pas de se boucher les oreilles, il arrive même à imaginer le 4e mur qui laisse aux acteurs la possibilité d'oublier complètement la présence du public. Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre, jouez comme si la toile ne se levait pas. Encore un changement de perspective, un bouleversement du point de vue, une expérience mentale visant à dévoiler les traits fondamentaux d'un phénomène artistique. Eisenstein, presque 2 siècles plus tard, montrera comment selon lui, seul le cinéma réalise jusqu'au bout ce précepte de Diderot. En sourd, il peut aller au théâtre, en sourd, en reprenant un topo des théories de la peinture, il peut même envisager de visiter une exposition pour saisir les gestes, les mouvements des figures. Celui qui se promène dans une galerie de peinture fait sans y penser le rôle d'un sourd qui s'amuserait à examiner des muets qui s'entretiennent sur des sujets qui lui sont connus. Diderot, tout aussi curieux du bavardage du public des salons, rapporte parfois les petits commentaires volés dans la foule, aime à observer les effets que les œuvres exercent sur les gens. Mais il s'est surtout laissé pénétrer par les œuvres et leurs effets. Avant d'être critique et philosophe, il a été spectateur et en tant que spectateur qui ouvre son âme, il s'interroge parfois sur la médiation, sur l'échange entre l'espace de la peinture et son espace vécu. C'est en ce sens que nous pouvons reconnaître chez Diderot une idée de médium comme condition du regard qui concerne la prédisposition du spectateur, le sujet du tableau, la disposition de l'exposition. La promenade n'est plus alors une simple déambulation, mais la synthèse même de l'activité du spectateur. On se promène dans la nature comme dans un tableau, on se promène dans le tableau comme à la campagne, on se promène au Louvre avec le livret du salon en main et on observe les effets de montage de l'exposition. C'est surtout l'expérience de celui qui est devenu spectateur en étant passé par le stade du critique et du philosophe, pour affiner sa sensibilité. Une des plus belles et célèbres pages des Essais sur la peinture résume le sens de ce type de promenade. S'il nous arrive de nous promener aux Tuileries, au bois de Boulogne, ou dans quelque endroit écarté des Champs-Élysées sous quelques-uns de ces vieux arbres épargnés parmi tant d'autres qu'on a sacrifiés au parterre et à la vue de l'hôtel de Pompadour, sur la fin des apostrophes. Un beau jour, au moment où le soleil plonge ses rayons obliques à travers la masse touffue de ces arbres dont les branches s'entremêlées les arrêtent, les renvoient, les brisent, les rompent, les dispersent sur les troncs, sur la terre, entre les feuilles, et produisent autour de nous une variété infinie d'ombres fortes, d'ombres moins fortes, de parties obscures, moins obscures, éclairées, plus éclairées, tout à fait éclatantes.
alors les passages de l'obscurité à l'ombre, de l'ombre à la lumière au grand éclat, sont si doux, si touchants, si merveilleux, que l'aspect d'une branche, d'une feuille arrête l'œil et suspend la conversation au moment même le plus intéressant. Nos pas s'arrêtent involontairement, nos regards se promènent sur la toile magique et nous nous écrions « Quel tableau ! Oh que cela est beau !» Il semble que nous considérions la nature comme le résultat de l'art. Et réciproquement, s'il arrive que le peintre nous répète le même enchantement sur la toile, il semble que nous regardions l'effet de l'art comme celui de la nature. Ce n'est pas au salon, c'est dans le fond d'une forêt, parmi les montagnes que le soleil ombre et éclaire, que Loutherbourg et Vernet sont grands. Starobinski observe à juste titre le paradoxe. Pour trouver la vérité, il faudrait quitter Paris, vivre à la campagne. Mais il faut habiter les villes pour acquérir les qualités essentielles de l'artiste. C'est le paradoxe de la vérité en peinture, ou autrement dit le rêve de Diderot de surmonter le conflit entre nature et culture. C'est le même paradoxe que celui de la promenade Vernet, du salon de 1767. La promenade devient aussi toujours en 1767, une sorte de méthode descriptive ou au moins une rhétorique du critique qui cherche une correspondance entre le mouvement du spectateur et le discours du tableau. C'est une assez bonne méthode pour décrire des tableaux, surtout champêtres, que d'entrer sur le lieu de la scène par le côté droit ou par le côté gauche et s'avançant sur la bordure d'en bas, de décrire les objets à mesure qu'ils se présentent. Je suis bien fâché de ne m'en être pas avisé plus tôt. En conclusion, revenons un instant sur une phrase de la précédente citation des Essais. L'aspect d'une branche, d'une feuille arrête l'œil et suspend la conversation. Pour Diderot, écrit encore Starobinski, la peinture digne d'être aimée est celle qui l'arrête et le fixe, celle qui l'oblige à revenir sans cesse à une scène éloquente ou magique, et c'est tout ensemble celle qui l'incite à inventer en écho des images qui n'ont pas encore trouvé leur peintre et que le langage s'ingénie à tracer avec ses ressources propres, à la fois surabondantes et pauvres. L'instantanéité du point de vue, l'arrêt sur le tableau, la suspension du discours, nous positionnent à la place du peintre, nous conduisent au point de départ de notre promenade dans le monde, au moment qui précède le long travail du pinceau et l'analyse des idées conduites par le langage, le moment où sentir et juger coïncident, où nous adhérons pleinement au monde de la vie. Bibliographie. Arbo Alessandro, Diderot et l'hiéroglyphe musical. Recherche sur Diderot et sur l'encyclopédie 30, 2001, pages 65 à 80. Batteux Charles, Les Beaux-Arts réduits à un même principe, 1746, édition critique par Jean-Rémy Mention, Paris, aux amateurs de livres, 1989. Beck Annie, Diderot historien de l'art. XVIIIe siècle, 1987, pages 423 à 438. Belleguic Thierry, La matière de l'art Diderot et l'expérience esthétique dans les premiers salons, Diderot Studies, 30, 2007, pages 3 à 10. Belting-Hans, Bildsanthropologie. Entwürfe für Bildwissenschaft, Munich, Fink, 2001, trad par Jean Torrent pour une anthropologie des images, Paris Gallimard, 2004. Boulery Florence, Diderot et le vocabulaire technique de l'art, des premiers salons au essai sur la peinture, Diderot Studies, 30, 2007, pages 89 à 111. Bourse Arnaud, Quand le tableau se fait image. Diderot en ses salons, Poétique 160 2009, pages 405 à 415. Cartwright Michael T. Diderot Critique d'art et le problème de l'expression, Diderot Studies, 13 1969, p. VXII 1 267. CHOUILLET Jacques, La formation des idées esthétiques de Diderot, Paris Armand Collin, 1973. Cohen-Huguette, Diderot et les limites de la littérature dans les salons, Diderot Studies, 24, 1991, pages 25 à 45. Delon Michel, Le regard détourné Diderot et les limites de la représentation, dans Diderot, Denis, écrit sur l'art et les artistes, texte réuni et présenté par Jean Seznec, Paris, Hermann 2007, pages 259 à 275. Delon Michel, Les essais sur la peinture ou la place de la théorie, Diderot Studies, 30 2007, pages 31 à 51. Duflo-Collat, Diderot philosophe, Paris Honoré Champion 2003. FUNT David, Diderot and the Aesthetics of the Enlightenment, Diderot Studies, 11 1968, pages 5 à 192. Jeunant Stéphanie, L'œil ravi.
Violence du regard dans les premiers salons de Diderot, Diderot Studies, 30, 2007, page 143 à 154. Hobson Marianne. Quelques références dans la lettre sur les sourds et muets, Diderot Studies, 18, 1975, page 111 à 119. Logikaine Stéphane. Le problème de la description dans les salons de Diderot, Diderot Studies, 30, 2007, page 53 à 72. Meijita, Diderot et Baudelaire Critique d'art, Genève, Droz, 1973. Meyer Paul H., The Lettre sur les sourds et muets, and Diderot's Emerging Concept of the Critique, Diderot Studies, 6, 1964, page 133 à 155. Modica Massimo, Diderot philosophe et critique d'art. Essai sur l'esthétique de Diderot. Recherche sur Diderot et sur l'encyclopédie, 33, 2002, page 73 à 95. Quintili Paolo, La couleur, la techne, la vie. L'esthétique épistémologique des salons, 1759 à 1781. Recherche sur Diderot et sur l'encyclopédie, 25, 1998, page 21 à 39. Kant, les beaux-arts et leurs moyens d'expression. Daniel Laurie. Daniel Laurie est professeur de philosophie de l'art et d'esthétique philosophique à l'Université catholique de Louvain, B1348 Louvain-la-Neuve, Belgique. Introduction. Afin d'éclairer la notion de médium artistique apparue dans les théories de l'art au cours du XXe siècle, on se propose ici de remonter le fil du temps bien en deçà de l'art moderne. La question actuelle du médium connaît en effet une préhistoire, ou pourrait-on dire ce qui fait question est d'abord l'unité des disciplines que nous considérons aujourd'hui comme des subdivisions du concept d'art, des sous-espèces de l'espèce art ou des espèces du genre art, tant il est vrai que la solution à ce problème de l'unité des arts fut bien plus longue à s'imposer que la question des subdivisions par les moyens, les matériaux ou les procédés de l'art. Historiquement, la question du principe de rassemblement des arts fut loin d'être aisée à trancher dans l'héritage non seulement de la pluralité des muses, mais aussi des divisions médiévales entre les arts libéraux, dignes de l'homme libre, et les arts mécaniques, ou mercenaires, exercés par les serfs ou contre rémunération. Aucun de ces groupes ne fournit l'ancêtre de la liste des beaux-arts, qui s'établit au XVIIIe siècle. Le pluriel des beaux-arts précède l'usage d'un singulier qui les rassemblera, tout en admettant une hiérarchie et une articulation des différences. Hors de ce pluriel, nous sommes encore tributaires dans notre usage actuel lorsque nous parlons de subdiviser l'art ou l'art. Le présent propos sera centré sur un moment particulier de cette préhistoire de la question du médium artistique, telle qu'elle se pose aujourd'hui. Il sera traité de la classification des beaux-arts, et accessoirement de la hiérarchie qui en ressort, proposée par Kant, à la charnière très signifiante à cet égard des XVIIIe et XIXe siècles. Comme le siècle près de s'achever, Kant parle des beaux-arts, s'interroge sur la manière de les classer, de distinguer et lier une pluralité unifiée sous cette appellation commune, mais n'évoque pas l'art, le siècle suivant le fera. Pourtant le principe de l'unité des beaux-arts n'est plus celui, typique encore du XVIIIe siècle, de l'imitation de la belle nature. Et il n'est pas encore cette essence unique de l'art au singulier qui, chez Hegel, se déclinera dans l'enchaînement systématique historique mais surtout logiquement nécessaire des formes d'art et des arts particuliers qui ont en commun de se destiner au beau, c'est-à-dire à la manifestation sensible de l'idée. 1. Kant et ses références. Dans la critique de la faculté de juger esthétique, au moment où Kant aborde la division des beaux-arts, la beauté est définie comme l'expression d'idées esthétiques, c'est ce qui fait l'unité des arts distincts. Et il faut, avant d'aller plus loin, prendre la mesure de la distance prise par Kant par rapport aux critères d'unité qu'avait reconnu son siècle et que ses contemporains pré-romantiques n'avaient de cesse de contester. Pour ce regard rétrospectif inévitable, le texte kantien nous offre un point de départ car la troisième critique n'évoque que deux théoriciens qu'elle qualifie de critiques du goût, Batteux et Lessing. Tous deux sont des repères tout à fait essentiels pour la question de l'unité et de la pluralité des arts, au XVIIIe siècle. Dans son essai incontournable sur l'histoire du système des beaux-arts, P.O. Christelle relève l'origine relativement récente de ce système qui n'a pas adopté sa forme définitive avant le XVIIIe siècle. L'historien fait jouer un rôle clé à l'ouvrage de Charles Batteux, Les beaux-arts réduits à un même principe, 1746, selon lequel les arts seraient beaux d'imiter la belle nature.
Goethe éprouve encore le besoin de distinguer les beaux-arts des arts mécaniques en donnant au premier pour fin le plaisir, de sorte qu'une tripartition des arts selon leur fin s'établit. Les arts mécaniques doivent satisfaire le besoin. Les beaux-arts visent le plaisir. Enfin, sorte d'intermédiaire entre les deux premières, une espèce d'art a pour objet l'utilité et l'agrément tout à la fois. Tels sont l'éloquence et l'architecture. Après est l'étape décisive vers un système des beaux-arts que constitue la thèse de Goethe. La touche finale, audit système, serait apportée par les encyclopédistes. En effet, le discours préliminaire de d'Alembert consacre la liste des 5 beaux-arts que sont la peinture, la sculpture, l'architecture, la poésie et la musique. Ce sont des arts voués au plaisir et à l'imitation. Par rapport aux divisions de Goethe, l'architecture rejoint plus pleinement le statut de bel art, tandis que l'éloquence et la danse disparaissent de la liste des beaux-arts par excellence. L'encyclopédie contribua sans nul doute à populariser sous cette forme le système des beaux-arts en Europe. Et les 5 arts indiqués comme majeurs par Christelle, architecture, sculpture, peinture, musique et poésie, sont ceux retenus par l'esthétique de Hegel quand il s'agit de proclamer l'insuffisance en matière de jugement sur les arts, des critères typiques du siècle précédent du plaisir du goût et de l'imitation. Un constat s'impose à partir de cet arrière-fond trop brièvement évoqué du siècle des Lumières. Il ne reste presque rien du classique principe d'imitation chez Kant, puisque la notion même d'imitation est marginalisée à l'extrême. Si elle revêt une certaine portée du point de vue critique, c'est en un sens fort différent de ce qui se trouvait encore chez un Goethe. Ce qu'écrit Kant sur ce point doit être justement interprété. La nature était belle lorsqu'en même temps elle avait l'apparence de l'art. Et l'art ne peut être appelé beau que si nous sommes conscients qu'il s'agit d'art et que celui-ci prend cependant pour nous l'apparence de la nature. Ce que la thèse peut avoir de commun avec celle du principe unique de Goethe, c'est de renvoyer au goût lui-même, au jugement de goût, dans sa pureté chez Kant. Car la justification de ce parallèle entre nature et art est bien à trouver dans l'appel à la définition selon laquelle est beau ce qui plaît dans le simple jugement appréciatif, et non pas dans la sensation des sens, ni par l'intermédiaire d'un concept. Cette manière de présenter l'appréciation du goût indique dès à présent que la différenciation des arts du beau chez Kant ne se fera pas prioritairement par la distinction des sens auxquels il s'adresse, comme c'était le cas chez Goethe. Quel est donc le sens kantien du parallèle ? C'est la nature qui se montre à nous comme artiste dans la mesure où elle apparaît, et l'on ne peut pas du tout s'assurer qu'il y a plus qu'une simple apparence, comme produisant intentionnellement, comme un peintre son tableau, certaines formes que nous jugeons belles, comme si elle les produisait précisément à cette seule fin de nous plaire. Quant au génie créateur des beaux-arts, on peut sur cette base dire qu'il imite la nature en produisant à son tour des formes susceptibles de nous plaire en suscitant le jeu harmonieux et libre de nos facultés cognitives. Mais en aucun cas il n'est pour cela question que ces formes qui relèvent de l'originalité du génie imitent des formes de la nature, fût-ce de la belle nature. Cela n'est nullement requis. Si la nature se donne à voir comme si elle était portée par des fins, l'œuvre des beaux-arts, portée bien sûr par la poursuite consciente et volontaire de fins par l'artiste, ne sera belle que si cette finalité se fait aussi discrète que possible, aussi discrète qu'un semblant, comme si de fin de la nature. Telle est l'imitation de la nature au sens kantien. L'essentiel est ici, du point de vue du débat du XVIIIe siècle, la condamnation de la manière et de l'artifice académique. Toute trace du travail scolaire pénible et soumis à des règles doit s'effacer. Mais cet effacement n'est surtout pas destiné à tromper l'œil ni à faire croire à un ouvrage de la nature. Que l'art doit avoir l'apparence de la nature signifie qu'il doit sembler aussi naturel et spontané qu'une production de la nature. On ne doit y voir ni témoignage de contrainte ou de soumission, ni trace d'artifice. L'illusion est écartée, le texte est explicite. Il faut prendre conscience qu'il s'agit d'art et non pas de nature. Ce qu'il s'agit d'effacer n'est pas même l'accord avec des règles. C'est au contraire l'exactitude dans cet accord qui donne à l'art l'apparence de la nature, car les productions de la nature elles-mêmes paraissent produites selon des règles fermes et constantes. Ce qu'il faut effacer, c'est l'accord laborieux et la règle énonçable, connue et reconnue, c'est la forme scolaire, c'est-à-dire une trace manifestant que la règle était présente sous les yeux de l'artiste et qu'elle a imposé des chaînes aux facultés de son esprit. Cette exclusion de la servilité à l'égard d'un modèle ou d'une règle préalable se répète du reste à l'égard des devanciers, des génies des générations antérieures qui pourtant peuvent servir de guide.
Si la mise en ordre de Batteux est tributaire d'une tradition déjà longue qui accompagne l'émergence de la notion de beaux-arts et contribue à la rendre possible tout en l'orientant, celle de Lut Pictura Poesis, on sait quel rôle critique joua Lessing à cet égard, en particulier avec le Laocoon ou des frontières de la peinture et de la poésie 1766. La nouveauté de cet essai ne consiste pas à opposer, dans des termes alors déjà bien connus, la simultanéité caractéristique de la peinture, plus largement des arts plastiques, comme art se donnant pour objet des corps dans l'espace et la temporalité inhérente à la poésie qui a pour objet des actions se succédant dans le temps. Elle consiste bien plutôt dans la charge menée sur la base de ces différences contre Lut Pictura Poesis. Ce faisant, le texte présente plusieurs caractéristiques qui méritent ici d'être relevées. D'une part, le portrait du critique, littéraire ou d'art, qu'esquisse et défend Lessing prend le contre-pied d'une critique prétendant s'appuyer sur des règles a priori et intangibles, aussi bien que celui du projet récent d'une esthétique comme science. Le critique de Lessing possède des traits que l'on retrouve chez le spectateur du beau chez Kant, auteur d'un jugement libre et désintéressé, subjectif mais à visée universelle, d'un jugement personnel qui a droit de citer, qui est public, selon une exigence kantienne caractéristique de sa compréhension de l'Aufklärung. Et de même que la faculté d'imagination est au cœur de ce jugement du critique ou du spectateur chez Lessing, de même c'est l'imagination, un Bildungskraft, qui est au cœur et du jugement, du goût et du génie kantien, et les conceptions de cette faculté sont parentes. Kant récuse également la science esthétique de Baumgarten. Il n'y a pas de science du beau, mais il n'en existe qu'une critique, et il n'y a pas de belle science, mais seulement de beaux-arts. En outre, on peut dire qu'en portant l'accent sur les différences entre les arts de l'espace et les arts du temps, en insistant sur les limites de la peinture, vouée à la représentation des corps, par rapport à la poésie portant sur les actions, Lessing fait pencher la balance du sens signifié du côté d'une valorisation de la poésie plus marquée encore que chez les classiques. Mais cette valorisation est cette fois celle de l'expression du sens comprise de telle sorte qu'elle ne peut que renvoyer à l'usage de la parole, et tend ainsi à conforter une hiérarchie affirmant la supériorité incontestée de la poésie sur tous les arts des figures, dans l'espace. La suite montrera en quoi le modèle de l'expression verbale est au cœur du classement kantien des arts. En termes d'attention accordée au propre de chaque art, on ne peut douter que Kant soit à situer plus près de Lessing que de Batteux. Chez celui-ci, Lut Pictura Poesis est à l'œuvre au point qu'il affirme qu'il n'est pas besoin de redire de la peinture, et cela veut dire des arts plastiques en général, ce qu'on a dit de la poésie. Ces deux arts ont entre eux une si grande conformité qu'il ne s'agit pour les avoir traités tous deux à la fois que de changer les noms et de mettre peinture, dessin, coloris à la place de poésie, de fable, de versification. Un mot donc suffit sur les moyens dont se sert la peinture pour imiter et exprimer la nature, pourvu qu'on ait déjà tout dit de la poésie. 2. L'expression et les idées esthétiques. Plutôt qu'au nom de l'imitation de la belle nature chez Batteux, ou de l'imitation ou de l'expression de la beauté des corps visibles par la peinture, des actions par la poésie chez Lessing, Kant rassemble les arts du beau en tant que chacun d'eux exprime des idées esthétiques. Cette notion est dès lors capitale pour comprendre sa manière de classer et de hiérarchiser les arts. Le génie investit le champ de la pensée non pas avec des images, mais avec des idées esthétiques. Le génie, c'est l'imagination créatrice dans toute sa liberté, ce qui ne veut pas dire l'arbitraire de la fantaisie débridée, ni du rêve, ni du fantasme absurde. Celle-ci serait incommunicable, ce qui est interdit par la norme du goût, l'universalité subjective, dans les limites de laquelle le génie doit se tenir. C'est du champ de la pensée qu'il est ici question, et non du délire irrémédiablement privé. Ce qui revient à dire que les bornes sont celles du sens. Que l'imagination créatrice du génie est libre veut dire qu'elle joue, et il est tout à fait clair que c'est elle qui mène le jeu, un jeu qui mêle subtilement imagination, entendement, dépassé et raison. Elle est toute spontanée. La limite inhérente à l'imagination est qu'elle peut présenter un concept d'entendement, à des fins de connaissance, mais elle ne peut présenter de la même façon une idée de la raison, qui demeure dès lors un objet de pensée sans devenir jamais un objet de connaissance. Pourtant, dans sa créativité, le génie lève autant qu'il est possible cette limite. La description de l'esprit génial indique en effet comment l'imagination surmonte, par voie détournée,
indirecte et symbolique, son impuissance par rapport à la raison. L'enjeu est l'impossibilité irrémédiable d'une présentation objective, qui en permettrait une connaissance, une science, du suprasensible. L'imagination se fait suggestive, indicatrice, elle fait signe vers le champ illimité du sens, non de la vérité de la science, et ce dans les limites de la finitude. Dans l'impossibilité de procurer à l'idée son image, comme elle le fait pour un concept empirique, l'imagination n'est pas dépourvue de tout pouvoir à l'égard de ce qui se donne à penser seulement, mais son activité doit être conçue comme de signification. Il s'agit de faire signe vers l'objet de pensée. Que l'imagination comme faculté des idées esthétiques ouvre le champ de la pensée, le texte le dit à de multiples reprises de façon expresse. Par idée esthétique, j'entends cette représentation de l'imagination qui donne beaucoup à penser, sans pourtant que toutefois aucune pensée déterminée, c'est-à-dire aucun concept, ne puisse lui être adéquate, et que par conséquent aucun langage, Sprache, n'atteint complètement ni ne peut rendre compréhensible. Aucun concept ne l'atteint, n'en rend compte totalement, et l'entendement est dépassé. Dans le même sens, Kant évoque plus loin une représentation de l'imagination qui appartient à sa présentation, la présentation d'un concept, mais qui par elle-même fournit l'occasion de penser bien davantage que ce qui se peut jamais comprendre dans un concept déterminé, et par conséquent élargit, de manière esthétique le concept lui-même de manière illimitée. Une telle représentation relève de l'imagination créatrice, laquelle met en mouvement le pouvoir des idées intellectuelles, la raison, et cela une manière qui lui permet à propos d'une représentation, de penser bien plus que ce qui en elle peut être appréhendé et rendu clair. Tout converge, dans la description des procédés de l'imagination créatrice, vers ceci qu'il y va d'un élan de l'imagination en vue de penser davantage, même si c'est de manière non explicitée, que ce qui se peut comprendre dans un concept, et par conséquent dans une expression linguistique déterminée. L'idée esthétique permet de penser, beaucoup d'indicibles. Ce champ de la pensée ouvert, investi et animé de la sorte par l'imagination créatrice et s'étendant à perte de vue, comporte de l'indicible en droit. C'est en quoi l'idée esthétique n'est jamais que suggestive, sa richesse demeure dans l'implicite. Elle n'offre en aucune manière une mise en présence sous les yeux de quelque chose qui pourrait être dit par ailleurs. Le génie ne pourra pas expliquer sa création. L'imagination dit à sa manière tout ce qu'il y a à dire et qui ne peut être dit autrement. On est à 1000 lieues de bateau indiquant que l'art ne fait que perfectionner les expressions de la nature, qui se comprennent naturellement. L'idée esthétique, loin d'avoir son site originel au plus près de la perception sensorielle, est bien plus apparentée aux idées intellectuelles. Bien sûr, ces idées esthétiques sont des intuitions, mais des intuitions intérieures, auxquelles aucun concept ne peut être complètement adéquat. L'idée esthétique est une instance sensible, non rationnelle ou intellectuelle, mais porteuse de sens, un sens qui ne saurait être dit en langage conceptuel, cognitif. C'est une intuition faite sens, un sens fait intuition. Le classement et la hiérarchie des arts qui suivent l'exposé sur le génie plaident, sans référence à une quelconque imitation, pour un statut où n'entre aucune composante de ressemblance dans l'activité de l'imagination créatrice d'idées esthétiques. La hiérarchie se fonde sur l'animation des facultés suscitées par l'expression de telles idées à même l'œuvre. 3. Division des arts et médiums. L'expression d'idées esthétiques est le point de départ de la division des beaux-arts. En effet, parce que l'objet produit par les beaux-arts est expression, on est justifié à classer ces arts selon une analogie, avec le mode d'expression dont se servent les êtres humains quand ils parlent, afin de communiquer entre eux aussi parfaitement que possible, non seulement selon leurs concepts, mais aussi à travers ce qu'ils éprouvent. On peut donc, non sans avoir indiqué que l'esquisse qui suit n'est pas à considérer comme une théorie achevée, et qu'il s'agit d'une des multiples tentatives possibles que l'on peut et doit encore effectuer, rappeler au dessein de cette analogie, que le mode d'expression langagier est en fait composé d'une triade constituée du mot, du geste et du ton, articulation, gesticulation et modulation. C'est, explique Kant, uniquement la combinaison de ces trois sortes d'expressions qui définit la communication complète dont s'acquitte le locuteur. Car la pensée, l'intuition et la sensation se trouvent ainsi, en même temps et de manière unifiée, transmises à d'autres. Par analogie, dès lors, il n'y a que trois espèces de beaux-arts, l'art de la parole, l'art plastique, dit Bildende Künste,
et l'art du jeu des sensations, en tant qu'impression externe des sens. Sans prétendre que ce classement des beaux-arts par Kant présente une très grande originalité ou qu'il soit sans précédent, il s'avère significatif pour le présent propos de relever ce que son principe met en exergue autrement que chez les critiques dont les noms sont évoqués, et qui concerne la portée des différences entre médiums artistiques. Pour limiter l'entreprise aux dimensions ici imparties, le foyer de l'analyse sera constitué par les éléments essentiels relatifs à la poésie et à la peinture. Si le mode d'expression qu'est la parole sert de référence avec ces trois éléments constitutifs, mots, gestes, ton, ceci renvoie à l'évidence aux analyses de l'usage du langage et aux traités de rhétorique qui servaient classiquement de repère aux théoriciens des arts et de la peinture en particulier. Il convient de noter que si le mot, l'énonciation ou l'élocution est d'emblée attaché à la pensée, le geste l'est à l'intuition, c'est-à-dire à l'expérience perceptive, et le ton à la sensation, la donnée sensorielle. Plus élémentaire que l'intuition, la sensation est plus immédiatement porteuse d'affect, émotion, sentiment. L'analogie avec ces éléments constitutifs du langage détermine dès lors trois classes de beaux-arts. La classification se fait par la différence des médiums si l'on veut bien entendre par là des moyens d'expression d'idées esthétiques, ces moyens ou véhicules étant toujours des formes. En s'en tenant d'assez près à l'usage, Kant place dans la première classe les arts de la parole ou du mot, l'éloquence et la poésie, dans la seconde, les arts du geste, la plastique et la peinture, enfin dans la troisième, les arts du ton, la musique et l'art des couleurs. Dans les arts du mot, l'opposition entre l'éloquence et la poésie annonce déjà largement le paragraphe sur la hiérarchie entre les arts, en soulignant que l'orateur manque à sa promesse d'une tâche conceptuelle en vue d'une fin déterminée, en ce sens qu'il y introduit un jeu divertissant de l'imagination, ce qui n'est pas digne du sérieux de la tâche annoncée, tandis que le poète, n'annonçant qu'un jeu avec des idées, accomplit quelque chose qui est digne d'une tâche, car son jeu alimente l'apostrophe entendement et donne vie à ses concepts par l'intermédiaire de l'imagination. Les arts plastiques, au sens générique, sont ceux de l'expression des idées dans l'intuition sensible, et non pas par des représentations de la simple imagination qui sont suscitées par des mots. On voit donc clairement que ce deuxième type d'art est présenté dans une mise à distance par rapport à la poésie. Si la plastique proprement dite est l'art de la vérité sensible, la peinture est celui de l'apparence sensible. Toutes deux sont des arts des figures dans l'espace, mais ces figures sont là pour exprimer des idées. Et si certaines figures issues de l'imagination sont accessibles à la vue et au toucher, ce n'est qu'à l'égard de la vue que la quête est celle de la beauté. Pour la plastique comme pour la peinture, l'idée esthétique, archétype, modèle original, réside à titre de principe, dans l'imagination. En ce sens, il n'y a pas ici, comme dans le Laocoon, au départ, de dévaluation de la peinture par rapport à la poésie, au nom d'une imagination du spectateur qui serait sollicitée dans une moindre mesure et laissée moins libre par les peintres que par les poètes, qui ouvriraient aux lecteurs-auditeurs, eux seuls, un champ illimité. L'illimitation chez Kant est dans la définition même du génie. Elle n'est pas immédiatement un critère de la hiérarchie, même si la poésie en occupe toujours le sommet, comme on le verra. Dans la plastique, au sens plus strict, la sculpture est définie comme l'art qui présente physiquement les concepts de certaines choses telles qu'elles pourraient exister dans la nature, cependant en tant qu'elle constitue un des beaux-arts, en tenant compte de la finalité esthétique, c'est-à-dire sans assujettissement au concept. Quant à l'architecture, il est clair en revanche que sa recherche ne saurait être la seule expression d'idées esthétiques, puisque c'est un certain usage de l'objet artistique qui constitue le point essentiel, ce qui vient limiter les idées esthétiques. La sculpture de son côté a l'expression des idées esthétiques comme but principal. C'est dire que Kant, sans rejeter tout à fait le vocabulaire de l'imitation, prend toujours garde de restreindre la portée de cette façon de parler. Une œuvre figurative est faite uniquement pour être contemplée, elle doit plaire par elle-même. Si elle est donc en un sens une simple imitation de la nature, c'est en un sens qui se réfère à des idées esthétiques, leur expression étant l'essentiel, ce qui veut dire en un sens qui dès lors comporte cette restriction intrinsèque de l'imitation déjà évoquée, œuvre ne peut cesser d'apparaître comme art. Par ailleurs, et c'est un second point intéressant quant à ces arts du geste, la peinture reçoit elle aussi une subdivision, laquelle ne nous est pas familière, en tant qu'art qui présente l'apparence sensible artistiquement liée avec des idées,
puisqu'elle comprend d'une part les arts de la belle description de la nature, et d'autre part les arts du bel agencement de ses produits, ce qu'il faut entendre comme la peinture proprement dite d'un côté, Maléraille, et l'art des jardins de l'autre. La peinture proprement dite ne produit que l'apparence de l'extension physique. Le jardin a une extension réelle, mais ne fournit que l'apparence de l'utilisation et de l'usage pour d'autres fins que celle du simple jeu de l'imagination dans la contemplation de ses formes. Kant éprouve le besoin d'expliquer dans une note cette présence étrange de l'art des jardins comme espèce du genre pictural. Nous avons bien rassemblé ici, deux arts de l'espace ou de l'extension, selon la distinction chère à Lessing. Mais l'agencement artistique des formes naturelles elles-mêmes est tout autre que celui de la nature, et il est adéquat à certaines idées, de sorte que, comme le produit de la peinture proprement dite, il n'est lui aussi destiné qu'à la vue, et l'on retrouve de la sorte également la distinction des arts selon le sens auquel chacun d'eux s'adresse, comme chez Batteux. C'est donc du point de vue de cette seule destination à la contemplation qu'il faut distinguer le classement de l'architecture et celui de l'art des jardins. La première est comme une sculpture subordonnée à un concept, le second est comme une peinture qui se joue dans l'espace de la nature réelle, mais qui, comme la peinture proprement dite, vise exclusivement au libre jeu de l'imagination dans la contemplation. Dans cette ligne, la peinture est élargie encore à tout ce qui a trait à la décoration et à l'ameublement, jusqu'à l'art de s'habiller, tant il est vrai qu'à l'occasion d'une fête pleine d'éclat, explique Kant, tous ces éléments forment une sorte de tableau qui, tout comme les tableaux proprement dits, qui n'ont pas pour intention d'enseigner par exemple l'histoire ou la connaissance de la nature, n'existent que pour être vus et afin de soutenir l'imagination. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.